Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Luxembourg Fancast en français, bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur deux documents vraiment clés en droit des sociétés ici au Luxembourg. Le pacte d'actionnaires d'un côté et le contrat de cession d'actions de l'autre. C'est essentiel de bien les distinguer parce que les confondre, ça peut avoir de lourdes conséquences. Notre expert est là pour nous éclairer. Oui, bonjour. Effectivement, c'est une distinction vitale. Le pacte d'actionnaires, c'est fait pour organiser la relation dans la durée entre les associés. On pourrait dire un peu comme un certificat de mariage pour l'entreprise. Un mariage, d'accord. Et le contrat de cession alors ? Alors là, c'est tout autre chose. C'est la photo d'un instant T, l'acte d'une vente ponctuelle. Pour suivre la métaphore, ce serait plutôt le jugement de divorce, ou disons l'acte qui formalise le départ d'un associé ou l'arrivée d'un nouveau. L'un gère la vie commune, l'autre acte un changement. C'est une image très claire, merci. Alors, explorons ce mariage, le pacte d'actionnaires. C'est un contrat privé, n'est-ce pas ? Il fonctionne en parallèle des statuts de la société, qui, eux, sont publics. Tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant. On a les statuts, le cadre officiel, public, et à côté, ce pacte, plus souple, confidentiel, basé sur la liberté contractuelle du Code civil. Cette dualité, c'est une vraie force au Luxembourg. Et qu'est-ce qu'on met dedans typiquement dans ce pacte en plus ? Beaucoup de choses, sur tout ce qui touche à la gouvernance. Qui siège au Conseil, quelles décisions nécessitent un accord unanime ou une majorité spéciale, parfois des droits de veto. Et puis, bien sûr, tout ce qui concerne les transferts d'actions, des périodes où on ne peut pas vendre ses parts, le fameux lock-up, les droits de préemption ou de premier refus, et l'agrément des nouveaux actionnaires, qui est d'ailleurs obligatoire en SARL, la société à responsabilité limitée, selon la loi de 1915, à moins d'adapter les statuts. D'accord. Et on entend souvent parler de tag-along et drag-along. Servant, les minoritaires peuvent vendre avec lui aux mêmes conditions, ça les protège. Et le drag-along, le droit d'entraînement, ça permet à un majoritaire qui vend d'obliger les minoritaires à vendre aussi. Ça facilite les sorties totales. On peut aussi y prévoir la politique de dividendes, les règles en cas de liquidation. Mais alors, si c'est un contrat privé, quelle est sa force réelle si quelqu'un ne le respecte pas ? C'est le point clé. Comme contrat privé, il ne lie que les signataires. Si quelqu'un viole le pacte, la sanction, c'est souvent des dommages-intérêts, comme le prévoit l'article 1142 du Code civil. Pour que certaines règles, surtout les restrictions sur la vente d'actions, soient vraiment opposables à tout le monde, y compris à la société elle-même et aux tiers, il faut absolument les inscrire dans les statuts. Le pacte seul, ça ne suffit pas toujours pour ça. Très clair. Donc, le pacte organise la relation. Maintenant, le contrat de cession d'actions, c'est l'outil de la séparation ou du changement d'actionnaire. C'est l'acte de vente lui-même. Exactement. C'est un document purement transactionnel. Son but, c'est d'exécuter la vente des actions. Il faut bien le distinguer d'une cession d'actifs de la société. Quels sont les avantages de céder les actions plutôt que les actifs au Luxembourg ? Et les risques ? Les avantages peuvent être procéduraux, fiscaux parfois. Mais le gros risque, surtout pour l'acheteur, c'est qu'en achetant les actions, il achète la société en entier, avec tout son historique, y compris d'éventuels passifs cachés, des dettes ou des litiges dont il n'a pas connaissance. D'où l'importance capitale des clauses de ce contrat de cession, j'imagine, pour se protéger. Quelles sont les clauses cruciales, Sam ? Alors, on peut les regrouper en 3 grands domaines. D'abord, le prix. Est-il fixe ou bien ajustable après la vente via ce qu'on appelle les completion accounts, ou fixé sur un bilan antérieur, le locked box. Parfois, il y a même un complément de prix si la société atteint certains objectifs futurs, c'est l'earn-out. D'accord, le prix, ensuite ? Ensuite, le processus même de la vente. Les conditions à remplir avant que la vente soit définitive, les conditions suspensives. Comment le transfert se fait concrètement, le jour J, la mécanique de clôture. Et troisièmement, et c'est fondamental, la répartition des risques. Là, on trouve les fameuses déclarations et garanties du vendeur, les Representations and Warranties ou RNW, où il affirme certaines choses sur l'état de la société. La lettre de divulgation, Disclosure Letter, où le vendeur liste tout ce qui pourrait contredire ces garanties. Des indemnités spécifiques pour des problèmes déjà identifiés. Et bien sûr, des clauses qui limitent la responsabilité du vendeur dans le temps ou en montant. On sent bien l'influence anglo-saxonne là-dedans, non ? Pour compléter le droit luxembourgeois. Ah oui, très nettement.
La pratique luxembourgeoise est très imprégnée de ces mécanismes contractuels anglo-saxons, surtout pour les opérations de M&A. Tout ça vise à protéger l'acheteur de cette asymétrie d'information. Le vendeur sait, l'acheteur découvre. Et cette différence se retrouve dans la négociation? Absolument. Négocier un pacte d'actionnaires, c'est souvent construire une relation à plusieurs. C'est plus collaboratif, on cherche un équilibre pour l'avenir. Négocier un contrat de cession, c'est souvent plus tendu. C'est bilatéral, vendeur contre acheteur. Et le but, c'est d'allouer la valeur et surtout les risques. La due diligence de l'acheteur est capitale ici. Une idée des coûts et des délais pour ces opérations? Alors, les coûts, surtout les honoraires d'avocat, ça dépend vraiment de la complexité, du temps passé. Il n'y a pas de barème officiel au Luxembourg et il faut ajouter la TVA à 17%. Pour les délais, ça peut aller de quelques semaines pour une opération simple à parfois plus d'un an si c'est complexe ou s'il y a des obstacles. Quel genre d'obstacles? Les étapes classiques prennent du temps. Accord de confidentialité, lettre d'intention, la due diligence justement, la négociation elle-même, signature, puis souvent une période avant la clôture finale. Et de plus en plus, il faut compter avec les délais réglementaires. Le contrôle des concentrations si l'opération est d'une certaine taille, ou le nouveau filtrage des investissements directs étrangers, IDE, qui est entré en vigueur. Ça peut vraiment allonger le processus. Justement, des nouveautés pour 2025? Oui, le paysage bouge. Fiscalement, il y a eu des précisions sur le traitement des rachats d'actions. En droit des sociétés, la transposition de la directive européenne sur la mobilité a renforcé certains droits des salariés dans les opérations transfrontalières. Et surtout, réglementairement, ce nouveau contrôle national des concentrations et le régime de filtrage des IDE, ça oblige à avoir une approche juridique vraiment globale. Corporate, fiscale, réglementaire, concurrence, sociale, tout est lié. C'est très clair. Donc, pour résumer, le pacte d'actionnaires, c'est pour la vie commune, la relation. Le contrat de cession, c'est pour la transaction ponctuelle. Exactement. La fonction crée l'organe, en quelque sorte. Et la force du pacte dépend de son intégration au statut pour être opposable à tous. C'est ça. Et il faut rester vigilant, car le cadre légal et réglementaire luxembourgeois évolue constamment. Une dernière réflexion peut-être. Avec l'intelligence artificielle qui progresse, est-ce qu'on peut imaginer qu'elle change la façon dont on fait la due diligence ou même dont on négocie ces clauses de garantie complexes? Pourrait-elle aider à mieux cerner les risques cachés? C'est une piste intéressante pour l'avenir. Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Pensez à liker et à vous abonner. Le Luxembourg Funcard en version française.